Prince Noir. Le premier lieu dont je me souvienne est une vaste et agréable prairie au milieu de laquelle se trouvait un étang. D'un côté, une haie nous séparait d'un champ labouré. De l'autre, par-dessus la porte à claire-voie, on voyait la maison du maître. Tant que je fus trop jeune pour manger de l'herbe, je me nourris du lait de ma mère. Le jour, je courais à ses côtés, et la nuit, je me couchais tout près d'elle. Je n'ai jamais oublié ses conseils. Tu es bien né, tu as été bien élevé. Ton père a une grande réputation dans le pays, et ton grand-père a obtenu le premier prix aux courses de Newmarket. Ta grand-mère avait le caractère le plus doux que j'ai connu, et je crois t'avoir montré le bon exemple. J'espère que tu seras toujours doux et docile, et que tu ne prendras aucune des mauvaises habitudes de ces poulains qui sont destinés à la charrue. Travaille de bon cœur, lève les pieds quand tu trottes, et ne mords ni ne rue jamais, même en jouant. Dès que je fus assez grand pour brouter l'herbe, je fus séparé de ma mère qui s'en allait au travail pendant la journée et ne revenait que le soir. Je commençais à devenir beau. Mon pelage était fin et d'un noir brillant. L'un de mes pieds était blanc et j'avais sur le front une jolie étoile blanche. On m'admirait beaucoup. Nous étions bien nourris, bien logés, traités avec douceur. Lorsque j'eus 4 ans, mon maître entreprit de me dresser. La découverte du mort fut pénible. Se voir fourrer entre les dents et par-dessus la langue une barre d'acier dure et froide qui est retenue par des lanières de cuir sur la tête, sous le cou, autour du nez et sous le menton, c'est bien dur. Mais j'appris à le supporter. La selle ne me parut pas aussi désagréable. Je me sentais fier de porter mon maître. Ensuite, il me dressa au harnais. Avec le temps, je m'habituai à toutes ces choses et je parvins à faire mon ouvrage aussi bien que ma mère. Elle me disait que mieux je me conduirais, mieux je serais traité, et que le plus sage serait toujours de chercher à plaire à mon maître. Il y a des hommes de toutes sortes. Les uns sont bons et raisonnables, comme notre maître, et tout cheval peut être fier de les servir. D'autres sont méchants et cruels, et ils ne devraient jamais posséder un animal. Il existe aussi beaucoup de sots, vaniteux, ignorants, négligents. Personne n'abîme autant les chevaux que ces gens-là, par simple manque de bon sens. J'espère que tu tomberas en bonne main. Toutefois, je te le répète, fais de ton mieux, quoi qu'il advienne. Un jour, un domestique vint me chercher pour m'emmener au manoir de M. Gordon. Mon maître me fit ses adieux. Je mis mon nez dans sa main. Il me caressa amicalement. Et je quittai ma première demeure. Le parc de M. Gordon était très beau. L'écurie où l'on me conduisit était bien aérée et fort agréable. Dans la stalle voisine de la mienne se trouvait un petit poney gris avec une jolie tête et un petit nez mutin. « Bonjour, comment t'appelles-tu » ? « Mon nom est Trottillon. Je porte nos jeunes demoiselles sur mon dos et quelquefois on m'attelle à la corbeille basse de madame. On prend grand soin de moi. » Monsieur Gordon était un excellent cavalier qui prenait soin de sa monture. Après notre première promenade, il dit à son épouse « Je ne pourrai jamais monter une bête plus agréable. Comment allons-nous l'appeler ?»« Il est très beau avec sa figure douce et ses yeux intelligents. Si nous l'appelions Prince Noir, qu'en penses-tu » ?« Oui, ce nom lui ira très bien. » John Manley était le cocher de Monsieur Gordon. Il paraissait très fier de moi. Il prenait plaisir à me soigner et il me parlait beaucoup. Il semblait comprendre à merveille tout ce qu'un cheval éprouve. Jacques, le garçon d'écurie, était tout aussi doux et agréable dans son genre. Quelques jours après mon arrivée, on m'attela à la voiture avec caprice. C'était une grande jument baie, au long cou et à l'air farouche. Elle m'avait dit qu'elle avait été maltraitée avant de venir ici et qu'elle était devenue ombrageuse et agressive. Je me demandais comment nous nous arrangerions, mais elle se borna à redresser les oreilles et prit loyalement sa part de peine. Quand nous eûmes fait quelques promenades ensemble, nous devînmes tout à fait bons amis. Bref, j'étais fort heureux dans ma nouvelle place. Il ne me manquait qu'une chose, la liberté. Pendant 4 ans, j'avais gambadé à mon gré, et maintenant,
Les semaines succédaient aux semaines, les mois aux mois, et sans doute les années suivraient les années sans que je sortisse de mon écurie, autrement que pour faire ce qu'on attendait de moi. Je dois dire, cependant, que nous avions quelques heures de liberté les beaux dimanches d'été. Quelle fête alors d'être lâchés dans le pâturage ou le verger, l'herbe était si molle sous nos pieds et l'air si doux. Un jour d'automne, M. Gordon dut aller à la ville pour ses affaires. On m'attela à la voiture et John accompagna son maître. La pluie était incessante et un vent violent faisait tourbillonner en masse les feuilles sèches sur la route. Nous allâmes d'un bon train jusqu'à un pont de bois. Les rives étaient peu élevées et le pont était au niveau de l'eau. Mais comme il était solide et garni d'une bonne barrière, on ne s'en inquiétait guère. Un homme qui habitait près de là dit que l'eau montait rapidement et que la nuit serait mauvaise. Le plancher était ferme, je traversais tranquillement. Lorsque nous revînmes tard dans l'après-midi, le vent soufflait encore plus violemment et fouettait les grandes branches comme si elles n'eussent été que de légers rameaux. C'était un véritable ouragan. Soudain, on entendit un craquement sinistre et un chêne déraciné par la tempête vint tomber droit devant nous sur le chemin. Je m'arrêtai net et je tremblais. John sauta à terre et se plaça devant moi. « Nous allons être obligés de faire un détour de 2 lieues !» Il faisait presque nuit quand nous arrivâmes au pont. Il était inondé, mais mon maître ne s'en inquiéta pas. En revanche, dès que je mis un pied sur les planches, je sentis qu'il n'était pas sûr de le traverser. Je m'arrêtai. Mon maître me fouetta légèrement. « En avant, prince noir !» Je ne bougeais pas et il frappa plus fort. Je fis un bond sans avancer, toutefois. « Enfin, voyons, qu'y a-t-il » À cet instant, l'homme qui habitait sur l'autre rive sortit de sa maison en agitant une torche. « Oh là! Oh là! Arrêtez! Le milieu du pont est emporté! Si vous avanciez, vous seriez précipité dans la rivière !» John me prit par la bride et me ramena sur la route. « Brave prince noir, tu nous as sauvé la vie !» Ah, quel bon souper il me donna à notre retour. Il me fit aussi une épaisse litière de paille, ce dont je fus bien content car j'étais fatigué. Et puis un jour, John nous quitta et fut remplacé par Joseph, un garçon de 15 ans. Il était sans expérience, mais plein de bonne volonté et se donnait beaucoup de peine. Une nuit, peu après le départ de Jacques, je dormais profondément, lorsque John entra brusquement dans l'écurie. « Réveille-toi, prince noir. Tu vas courir comme jamais. La vie de ta maîtresse en dépend. » J'étais aussitôt scellé, bridé, et il s'élança sur mon dos. Je galopais aussi vite que je le pus. L'air était vif, la lune brillait. C'était délicieux. Nous traversâmes un village, puis un bois sombre. Nous montâmes et redescendîmes une colline. Enfin, après une course de près de 3 lieues, nous arrivâmes à la ville. L'horloge de l'église sonnait 3 heures lorsque le docteur nous accueillit. Son cheval avait couru toute la journée et il demanda à me monter. J'étais en nage et John me caressait. Il a galopé d'une seule traite et je comptais le faire reposer ici, mais si c'est nécessaire, prince noir ira jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Ménagez-le si c'est possible. Je ne voudrais pas qu'il lui arrivât du malheur. Le docteur était plus lourd et moins bon cavalier que John. Cependant, je fis mon possible et j'arrivais épuisé. Mes jambes tremblaient, je ruisselais de sueur. Joseph m'emmena à l'écurie et fit de son mieux. Il me frotta le poitrail et les jambes, mais ne songea pas à me mettre sur le dos une couverture chaude. Puis il me donna de l'eau froide. Elle me parut si bonne que je la bus d'un trait. Enfin, il me donna du foin et de l'avoine et s'en alla. Bientôt, un froid mortel me saisit. Tout mon corps me faisait mal. Je tremblais de froid. J'aurais voulu voir arriver John, mais il avait à faire 3 lieues à pied. Je m'étendis donc sur ma litière, tâchant de m'endormir. John arriva à l'aube et fut aussitôt à mes côtés. Je ne pouvais lui dire ce que je sentais, mais il devina tout. Il me couvrit de couvertures épaisses et courut me préparer une pâtée chaude. Il était furieux contre Joseph. J'eus une violente inflammation des poumons et il me soigna jour et nuit. Mon maître aussi vint souvent me voir. « Mon brave prince noir, tu as sauvé la vie de ta maîtresse. On va bien te soigner. » Le vétérinaire vint tous les jours. Joseph
était très malheureux et ne savait plus quoi faire pour se faire pardonner. Enfin, un matin, je me sentis beaucoup mieux. Dans les jours qui suivirent, Joseph se conduisit si bien et apprit si vite que John put se fier à lui pour beaucoup de choses. J'avais passé 3 heureuses années dans cette bonne place lorsque mes maîtres durent quitter le pays pour un climat plus chaud qui serait bénéfique à la santé de ma maîtresse. Trottillon fut offert au pasteur à la condition qu'il ne le vendrait jamais. Joseph l'attela et il l'hennit en nous regardant de la cour. Puis John nous emmena, Caprice et moi, au manoir de Lord Warren. La maison était fort belle et les écuries très vastes. John nous présenta au cocher, Monsieur York. C'est un gros chagrin pour moi de m'en séparer. Je dois vous prévenir que nous n'avons jamais fait usage de la fausse reine. Il faudra qu'ils s'y habituent. Je préférerais les en dispenser, mais Madame la Comtesse veut un équipage de grand genre et ne daignerait pas regarder des chevaux dont la tête ne serait pas relevée. La fausse reine est une courroie de cuir que l'on ajoute à la bride pour forcer le cheval à relever la tête. C'est douloureux. Et en ne nous permettant pas de jeter notre poids en avant pour faire notre besogne, on force nos jointures et nos muscles à faire de plus grands efforts. Ainsi, on nous use beaucoup plus vite. John nous caressa une dernière fois, bouleversé. J'en suis fâché, bien fâché. J'approchai ma tête près de lui et nous nous fîmes nos adieux. Dans les jours qui suivirent, chaque fois que Madame la Comtesse prenait l'attelage, Monsieur York devait nous mettre la fausse reine et la resserrer de plus en plus. Je tâchais de la supporter et de faire de mon mieux, comme d'habitude, mais Caprice, en revanche, le vécut très mal. Pendant les 4 mois que je fus au service de la Comtesse, je souffris beaucoup. Puis, au printemps, Lord Warren et son épouse s'en allèrent à Londres, en emmenant York. Caprice et moi, ainsi que quelques chevaux, fûmes laissés au service des jeunes gens de la famille. Lady Anne me choisit et me nomma Nérestan. J'adorais ces cavalcades par des jours clairs et frais, quelquefois en compagnie de Caprice, d'autres fois avec Lizzie, belle jument parfaitement dressée, quoique un peu nerveuse. Un jour, Lady Anne voulut l'essayer, malgré les réticences de son cousin Blantyre, qui la montait habituellement. « C'est un cheval trop ombrageux pour une dame, on ne peut s'y fier entièrement. » Mais Lady Anne n'en fit qu'à sa tête. Blantyre me monta donc et tout se passa bien au début de notre promenade. En chemin, il s'arrêta pour remettre un mot à l'un de ses amis. Il suspendit ma bride à un piquet, tandis que Lady Anne attendait, laissant flotter les rênes de Lizzie. Des chevaux et des poulains sortirent d'une prairie en se bousculant. L'un d'eux heurta Lizzie, qui fit un soubresaut et partit au galop. Lady Anne faillit tomber, mais elle se raffermit bientôt sur sa selle. Je hennis vivement et Blantyre accourut. Il sauta en selle et nous volâmes à leur poursuite. Le terrain était inégal, couvert de bruyères et de genêts. Lizzie fuyait devant nous. Lady Anne faisait de grands efforts pour la retenir, mais on sentait que ses forces étaient presque épuisées. Vers le milieu de la bruyère, on avait creusé un fossé dont les déblais étaient négligemment entassés sur l'autre bord. Cet obstacle allait sûrement les arrêter. Mais non, Lizzie sauta, trébucha sur les mottes de terre et tomba. Blantyre tint fermement la bride. « Maintenant, Nérestan, distingue-toi !» Je recueillis un instant mes forces et d'un saut bien pris, je franchis le fossé et les déblais. Ma pauvre jeune maîtresse était étendue sans connaissance, visage contre terre. Lizzie, relevée de sa chute, avait repris sa course. Lady Anne fut ramenée à la maison et le docteur arriva rapidement. 2 jours plus tard, Blantyre vint me féliciter. « Lady Anne ne devrait jamais monter un autre cheval que toi. » J'appris que ma jeune maîtresse était hors de danger et qu'elle serait bientôt en état de reprendre ses promenades. C'était une bonne nouvelle. Je me promettais désormais une existence heureuse. Richard Smith, qui dirigeait les écuries en l'absence de York, était un homme doux et intelligent. Mais il avait un grave défaut, le goût de la boisson. Il pouvait s'abstenir pendant des semaines, puis flancher et boire jusqu'à s'abrutir. C'est ce qui se passa un jour d'avril. Nous étions allés en ville pour une course, et avant de repartir, il fit une halte dans une auberge. Le garçon d'écurie remarqua que j'avais perdu un des clous de mes fers et proposa de le remplacer. Richard dit qu'il le ferait à son retour.
Nous devions repartir à 4 heures, mais il ne vint me prendre que vers 9 heures. Sa voix était rude et il était de mauvaise humeur. Il me mit au galop en me donnant de grands coups de cravache. La nuit était tombée et la route était couverte de pierres. Mon fer finit par tomber. Richard était beaucoup trop ivre pour remarquer le changement de mon allure. Mon pied me faisait horriblement mal. Le sabot était fendu jusqu'au vif et les pierres pointues y pénétraient toujours plus avant. Je fis un faux pas et tombai lourdement. Richard fut éjecté et à cause de la rapidité de la course, sa chute dut être grave. Je me relevai bientôt et gagnai en boitant le côté de la route où il n'y avait pas de pierre. Richard était couché à quelques mètres de moi, inerte. À cette heure tardive, nous pouvions rester là bien longtemps avant qu'il arrivât du secours. J'avais beau tendre l'oreille, je n'entendais que les notes d'un rossignol. Rien ne remuait que les nuages blancs et un hibou qui vola par-dessus la haie. Il devait être plus de minuit lorsque j'entendis un cheval qui se rapprochait. Je crus reconnaître le pas de Caprice et j'entendis qu'elle était attelée à la voiture. Je hennis fortement et à ma grande joie, elle me répondit par des hennissements auxquels se mêlaient des voix d'hommes. Bientôt, ils furent auprès de Richard. Il est mort. Puis ils s'approchèrent de moi. Son genou est blessé. Ils essayèrent de me faire avancer, mais je trébuchais de nouveau. Il a le pied aussi endommagé que le genou. Regardez, son sabot est fendu. Ce n'est pas étonnant qu'il soit tombé, le pauvre. Je crains que Richard ne se soit remis à boire. Sinon, il n'aurait pas fait passer un cheval déferré sur ses pierres. Le retour fut très pénible. On avait entouré mon sabot d'un mouchoir, mais chaque pas me faisait souffrir atrocement. Le jour suivant, le vétérinaire examina mes blessures. La jointure ne paraît pas endommagée. Il pourra travailler comme avant, mais il est déshonoré pour le reste de ses jours. Il fit son possible pour me guérir. Le traitement fut long et douloureux, et je gardais une belle cicatrice. Dès que mon genou fut guéri, on me mit en convalescence dans une prairie. J'appréciais ma liberté, et je me régalais d'herbes tendres et parfumées, mais je me sentais bien seul, et Caprice me manquait. Un matin, on la conduisit dans la prairie. Je trottais à sa rencontre avec un hennissement joyeux. La pauvre était aussi en convalescence. Des courses forcées avec un cavalier trop lourd l'avaient abîmée, et l'on craignait qu'elle ne puisse plus remplir son emploi. Et voilà, nous sommes tous deux ruinés dans la force de l'âge, toi par un ivrogne, et moi par un étourdi. Nous ne pouvions plus galoper comme naguère, mais nous broutions ensemble, et nous nous tenions des heures durant à l'ombre d'un grand tilleul, nos deux têtes rapprochées. C'est ainsi que nous passâmes le temps, jusqu'au retour de nos maîtres. Un jour, monsieur le comte entra dans la prairie, suivi de York, et nous examina. On a 7500 francs jetés à l'aube. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir ruiner les chevaux de mon vieil ami. Laissons Caprice paître en liberté pendant 1 an pour voir si elle se remettra. Quant à Prince Noir, il faut le vendre. Je ne peux garder dans mes écuries un cheval ainsi couronné. Mais je connais un loueur de voitures qui est souvent fort aise d'acheter un bon cheval à bas prix. Et je sais qu'il soigne bien les chevaux. Ils s'éloignèrent. Caprice soupira. Ils vont bientôt t'emmener, et je vais perdre le seul ami que j'ai. Il est probable que nous ne nous reverrons jamais. Une semaine plus tard, on vint me chercher, et je ne pus même pas faire mes adieux à Caprice. Nous hennîmes tous deux au moment où l'on nous séparait. Elle trotta d'un air agité le long de la haie, tant qu'elle entendit le bruit de mes pas. Je dus partir par le train, et comme c'était mon premier voyage de ce genre, j'eus besoin de courage.
Bientôt, cependant, je m'aperçus que les sifflets, les mugissements et la secousse surtout ne me faisaient pas de mal, et je restais calme. Au terme de mon voyage, je fus conduit dans une écurie assez confortable où je fus bien soigné. Mon nouveau maître possédait bon nombre de voitures et de chevaux qu'il louait. Jusqu'alors, je n'avais été conduit que par des gens qui s'y entendaient. Ici, j'appris à connaître les conducteurs ignorants ou méchants. Je ne ferai pas la liste de toutes les personnes auxquelles je fus remis, ni des expériences douloureuses ou désagréables que je vécus. Heureusement, je fus conduit un jour par un homme bienveillant et qui connaissait magnifiquement les chevaux. Il revint plusieurs fois et obtint que mon maître me cédât à l'un de ses amis qui cherchait un cheval sûr et agréable. Mon nouveau maître ne s'y connaissait guère en chevaux, mais il me traitait bien. Hélas, il n'eut aucune chance avec les 2 palefreniers qu'il engagea successivement. Le premier le vola en détournant l'avoine qui m'était destinée, et le deuxième entretint si mal ma stalle que mes pieds devinrent sensibles et malades, et que j'attrapai la teigne. On me soigna, et il me garda jusqu'à mon entier rétablissement, puis il me revendit. Je ne doute pas qu'une foire aux chevaux ne soit très amusante pour ceux qui n'ont rien à y perdre. On m'ouvrait la bouche, on regardait mes yeux, on me tâtait les jambes de haut en bas, on s'assurait de l'état de mes chairs et de mon poil. Enfin, on essayait mes allures. Quelques-uns me palpaient rudement, tandis que d'autres me passaient doucement la main sur le corps avec une tape amicale. Il y avait là, entre autres, un homme par lequel je désirais fort être acheté. Il était d'apparence modeste. À la manière dont il me touchait, on voyait qu'il avait l'habitude des chevaux. « Eh bien, mon vieux, j'ai idée que nous nous conviendrons. » Il proposa 600 francs et m'emmena. Vers le soir, nous arrivâmes à Londres, dans une rue étroite bordée d'un côté de maisons modestes et de l'autre de remises ou d'écuries. Mon nouveau maître se nommait Jerry Barker. Il possédait un fiacre et 2 chevaux qu'il conduisait et soignait lui-même. Il décida de m'appeler Jack. Marie, son épouse, était aussi bonne que lui, et leurs enfants, Henri et Dorette, étaient charmants. Ce fut un grand bonheur d'être de nouveau gâté et caressé. On me conduisit dans une stalle commode et propre. Après un excellent souper, je m'assoupis, bien convaincu que j'allais être heureux. Mon compagnon d'écurie était un grand cheval blanc, un peu osseux, appelé Capitaine. Il était déjà vieux, mais avait fière allure. Il sortit avec le fiacre pendant toute la matinée, et l'après-midi, je fus attelé à mon tour. Ma première semaine fut très difficile. Je n'étais jamais venu à Londres. Le bruit, l'agitation, la cohue des voitures au milieu desquelles je devais me frayer un passage m'inquiétait et me troublait. Toutefois, je découvris bientôt que je pouvais entièrement me fier à mon conducteur, en sorte que je me tranquillisais et finis par m'habituer à ce brouhaha. Jerry comprit que j'étais vaillant et plein de bonne volonté. Très vite, nous nous entendîmes merveilleusement. Chaque matin, tout le monde participait à la mise en état de l'équipage. Jamais je n'ai connu de famille plus unie et plus joyeuse. L'hiver commença de bonne heure et amena beaucoup de froid et d'humidité. Pendant des semaines, la pluie et la neige alternèrent avec des bises ou des froids rigoureux. Les chevaux et les cochers en souffraient sérieusement. Un jour que notre fiacre et beaucoup d'autres stationnaient devant un parc, un fiacre de pauvre apparence vint se ranger à côté du nôtre. Le cheval était un vieux bai, usé, au poil mal tenu. On pouvait compter ses os. Ses genoux semblaient désarticulés et ses antérieurs flageolaient. Je remarquai le profond découragement qu'exprimaient ses yeux ternes et mélancoliques. Et comme je me demandais où j'avais vu ce cheval, il me regarda avec attention. « Prince Noir ? C'est toi ?» C'était Caprice. Mais qu'elle était changée. Sa face jadis si pleine d'intelligence et de feu n'exprimait plus que la souffrance. Le soulèvement de ses côtes, sa toux fréquente, me disait à quel point elle était poussive. Je fis un pas pour me rapprocher d'elle, et elle me conta son histoire. Après sa convalescence, M. Gordon l'avait vendue. Elle passa ainsi successivement par plusieurs mains, tombant chaque fois plus bas. À la fin, je fus vendu à un loueur de fiacres et de chevaux. On dit que je ne vaux pas ce que je coûte et on me fouette pour me faire travailler jour et nuit.
Ils veulent en avoir pour leur argent. Et je n'ai pas un jour de repos. Je voudrais être morte et ne plus souffrir. J'étais bouleversé. J'approchais ma tête de la sienne sans savoir que faire pour la consoler. À ce moment-là, son conducteur arriva et la tira brusquement par la bride pour la faire sortir des rangs. Et je demeurais fort triste. Peu de temps après, un chariot chargé d'un cheval mort passa devant notre station. La tête pendait à l'arrière du char. C'était un cheval bai au long cou maigre. Probablement Caprice. Je l'espérais du moins, car alors, elle était au bout de ses peines. Noël et le Nouvel An sont un temps très joyeux pour tout le monde. Mais pour un cocher de fiacre et ses chevaux, ce n'est pas la fête. Quoiqu'il y ait gros à gagner à cette époque de l'année. Pendant la semaine de Noël, nous dûmes rester dehors fort tard, presque toutes les nuits, si bien que Jerry toussa de plus en plus. Le soir du Nouvel An, nous conduisîmes 2 messieurs dans un beau quartier de la ville. « Venez nous reprendre à 11h, et ne soyez pas en retard. » Nous étions à la porte lorsque l'horloge sonna 11h, car Jerry était toujours exact. Mais l'horloge sonna le quart, la demi, les 3/4 et enfin minuit, et la porte ne s'ouvrait pas. Il pleuvait à verse, le vent était glacial, et il n'y avait nul endroit pour s'abriter. Jerry ramena sur mon cou l'une de mes couvertures. Il fit quelques tours en frappant le pavé de sa semelle, puis agita les bras, ce qui lui donna un accès de toux. Enfin, il s'assit sur le plancher du fiacre. L'horloge continuait à frapper. À 1 heure passée, les 2 messieurs sortirent et montèrent en voiture, sans un mot d'excuse, se bornant à indiquer l'endroit où il fallait les conduire, à 3 kilomètres de là. Lorsque nous rentrâmes enfin chez nous, Jerry pouvait à peine parler. Sa toux était affreuse et sa respiration difficile. Il me pensa pourtant comme à l'ordinaire, et Marie m'apportait une pâtée chaude qui me fit grand bien. Puis, ils me laissèrent. Le lendemain, je ne vis qu'Henri et Dorette. Ils étaient mornes et silencieux. D'après ce qu'ils dirent, je compris que Jerry était gravement malade. Les jours qui suivirent furent bien tristes, et je restai à l'écurie. Et puis enfin, un matin, Henri retrouva son sourire. Jerry était tiré d'affaire. Mais il devait rester au chaud. 1 semaine passa encore, lorsqu'un jour, Dorette rejoignit son frère dans l'écurie avec l'air de quelqu'un qui apporte une grande nouvelle. Maman a reçu une lettre de son ancienne maîtresse. Elle a appris la maladie de papa et elle nous propose d'aller vivre auprès d'elle. Il y a une maisonnette vide qui nous conviendra parfaitement avec un jardin et un poulailler. Son cocher la quitte au printemps et papa le remplacera. Il fut décidé que dès que Jerry serait assez bien, il partirait pour la campagne. Le fiacre et les chevaux devaient être vendus le plus tôt possible. Ce fut une bien mauvaise nouvelle pour moi. N'étant plus jeune, je ne pouvais espérer que ma condition s'améliorât. Le jour arriva où il fallut quitter la maison. Jerry était encore alité. Marie et les enfants me dirent adieu. Pauvre vieux Jack, si seulement nous pouvions t'emmener. Elle approcha son visage de mon cou et m'embrassa. Dorette fit de même en pleurant. Henri me caressa sans rien dire, bouleversé. Je fus vendu à un boulanger, marchand de grains, que Jerry connaissait, et chez qui, pensait-il, je serais bien nourri sans avoir trop de peine. Sur le premier point, il ne se trompait pas. Mais mon nouveau maître avait un contre-maître qui chargeait le chariot plus que de raison. Le charretier Isaac assurait souvent que c'était trop pour mes forces, mais l'autre ne voulait rien entendre. Isaac, comme tous les autres charretiers, me mettait la fausse reine. Au bout de quelques mois, je sentis mes forces diminuer nettement, et il fallut me remplacer par un cheval plus jeune. Tant que je vivrai, je ne pourrai oublier ce nouveau maître. Il avait des yeux noirs et montrait les dents comme un bulldog. Il s'appelait Nicolas Skinner et avait de pauvres fiacres et de tristes cochers. Il était dur pour ses employés et ses employés ne l'étaient pas moins pour les chevaux. Le mien avait au bout de son fouet une sorte d'aiguillon qui me mettait parfois tout en sang. Il m'en frappait jusque sous le ventre et le faisait voltiger sur ma tête. Quoique de pareilles indignités m'ôtassent tout courage, je faisais de mon mieux
ne résistant jamais. C'eût été bien inutile, car comme disait la pauvre Caprice, les hommes sont les plus forts. Ma vie était si misérable que moi aussi j'en étais venu à désirer la mort. Un jour, mon souhait fut bien près de s'accomplir. Au sortir d'une gare, mon cocher prit en charge une famille et leurs lourds bagages. Le poids était énorme. Depuis le matin, je n'avais eu ni repos, ni nourriture. Je fis de mon mieux, mais une montée me fit succomber. Mon sabot glissa et je tombai lourdement sur le côté. Étourdi par la violence de la chute, ayant perdu le souffle, je gisais, là, les yeux fermés. Comme je ne pouvais remuer, je crus ma dernière heure venue. J'entendis un bruit confus autour de moi, des voix, des accents de colère. On déchargea les bagages, puis on me versa de l'eau froide sur la tête. On me fit boire un remontant et on me couvrit. Lentement, la vie revint, et d'une voix bienveillante, un homme m'encouragea à me lever. On me conduisit dans une écurie qui se trouvait près de là. On me donna une bonne litière et du gruau chaud. Le soir, Skinner fit venir le vétérinaire. Celui-ci déplora mon état de surmenage et conseilla le repos et la liberté pendant quelques mois. Je n'ai pas de prêt au service des chevaux malades. Et j'ai pour principe de les faire travailler jusqu'au bout, puis de les vendre à l'équarrisseur. S'il était possible, je comprendrais, mais de ce côté-là, il va bien. Dans 10 jours, il y aura une foire aux chevaux. Si vous le nourrissez bien d'ici là, vous en tirerez à coup sûr plus que la valeur de sa peau. Skinner suivit cet avis sans enthousiasme. Heureusement pour moi, l'homme qui me soignait y mit plus de bonne volonté que le maître. 10 jours de repos complet, de grains, de foin, de bonnes pâtées, de son mêlé de graines de lin, firent plus pour me rendre mes forces qu'on aurait pu s'y attendre. Le lendemain, on me conduisit à la vente. Naturellement, je fus placé avec les chevaux de rebut. Quelques-uns boitaient, d'autres étaient poussifs, d'autres si vieux que c'eût été une charité de les abattre d'un coup de fusil. Un vieil homme au regard fleuri et bienveillant s'approcha de nous avec un jeune garçon. Je vis qu'il m'avait remarqué. J'avais conservé une belle queue et une belle crinière, ce qui me donnait une certaine allure. Je dressai les oreilles et fixai les yeux sur lui. Il me caressa amicalement. Ce cheval a dû connaître des jours meilleurs. Dans sa jeunesse, il devait être très beau. Regarde ses narines, ses oreilles, sa belle encolure. On voit que c'est un cheval de race. Pour répondre à ces marques de bienveillance, je tendis le nez et le gamin me caressa. Pauvre bête, regarde comme ils sont les amitiés qu'on lui fait. Grand-père, peux-tu l'acheter et le rajeunir, comme tu as fait pour Églantine? Willy, je ne puis rajeunir tous les vieux chevaux. D'ailleurs, Églantine n'était pas si vieille. Elle était plutôt surmenée et maltraitée. Celui-ci non plus n'est pas si vieux. Regarde sa queue et sa crinière. Ouvre-lui la bouche et tu verras. Il est bien maigre, mais ses yeux ne sont pas enfoncés comme ceux des vieux chevaux. Le fermier se mit à rire. Brave garçon. Il est aussi fou des chevaux que moi. Mon vendeur intervint. Ce jeune homme est un connaisseur. Ce cheval a été abîmé de travail par un cocher de fiacre. Il n'a que 13 ou 14 ans. Il n'est pas poussif. Voilà 10 jours que je le soigne. Et je n'ai jamais rencontré de bête plus gentille et plus reconnaissante. Il mérite qu'on lui donne une chance. Le fermier palpa soigneusement mes jambes qui étaient très enflées. Pouvez-vous le faire trotter un peu? Je redressai un peu mon cou amaigri. Je relevai ma queue et pris la meilleure allure qu'il me fut possible, car mes jambes étaient bien raidies. Le fermier décida enfin de m'acheter, et Willy sauta de joie. Monsieur Toubon, puisque tel était son nom, m'emmena à sa ferme et me lâcha dans une vaste prairie. Qu'on lui donne de l'avoine et du foin matin et soir, et qu'on le laisse brouter en liberté pendant le jour. Quant à toi, Willy, tu en auras la surveillance, je te le confie. L'enfant fut fier de sa tâche et s'en acquitta sérieusement. Il m'apportait des friandises tous les jours et me parlait amicalement. Je m'attachais beaucoup à lui et j'allais à sa rencontre dès que je le voyais. Aussi me nomma-t-il vieux camarade. Le repos complet, la bonne nourriture et l'exercice modéré me rendirent ma gaieté et ma forme. Au printemps, Monsieur Toubon m'attela au cabriolet et me fit faire quelques kilomètres. Je me tirai de cette course très facilement
et avec un grand plaisir. À la Saint-Jean, il vaudra Églantine. Sa bouche est des plus sensibles et l'on peut avoir une meilleure allure. Nous allons lui chercher une jolie place bien douce où il sera apprécié. Un jour, le garçon d'écurie me pensa et m'étrilla avec tant de soin que je prévis un nouveau changement. À 2 ou 3 kilomètres du village, nous trouvâmes une jolie maison devant laquelle s'étendait une pelouse entourée de bosquets. 3 dames nous accueillirent. Elles étaient sœurs et se nommaient Mesdemoiselles Bloomfield. Elles acceptèrent de me prendre à l'essai et je fus conduit dans une bonne écurie. Le cocher qui vint s'occuper de moi remarqua l'étoile que j'avais au front. « C'est comme Prince Noir? Ah, je voudrais bien savoir où il est ce pauvre cheval. » Puis il m'examina plus attentivement. « Mais c'est pas croyable! Mais c'est Prince Noir! Hé, Prince Noir, tu me reconnais? Tu reconnais le petit Joseph Green qui a risqué de te tuer? » Et fou de joie, il se mit à me caresser. Alors je ne peux pas dire que je le reconnaissais, car il était devenu un homme à favoris noirs et avec une voix masculine, mais j'étais heureux de voir que je serais de nouveau aux soins d'un ancien ami. Lorsque j'approchai mon nez de son visage pour lui faire comprendre que je me souvenais de lui, je ne vis jamais d'homme si content. « Ah, je voudrais savoir quel est le misérable qui t'a couronné, mon vieux Prince Noir. Il faut compter bien maltraité. Ah, ce ne sera pas ma faute si tu ne mènes pas une bonne vie chez nous. » Dans l'après-midi, on m'attela une corbeille très basse, car les demoiselles Bloomfield, accompagnées de Joseph, désiraient m'essayer. Mon allure sembla leur convenir, et Joseph leur dit que j'avais appartenu à M. Gordon. On m'attela tous les jours pendant 1 semaine. Et comme je leur parus tout à fait sûr, elles dirent à M. Toubon qu'elles étaient enchantées de moi et qu'elles allaient écrire à Mme Gordon pour lui apprendre que son cheval favori vivrait désormais avec elle. Il y a maintenant 1 an que je me trouve dans cette excellente place. Employé à un travail facile et agréable, je sens revenir la santé et l'entrain d'autrefois. Monsieur Toubon vient quelquefois me voir et l'autre jour il dit à Joseph: « Traité comme il l'est ici, il arrivera jusqu'à 20 ans, même au-delà. » Willy me dit un mot d'amitié chaque fois qu'il le peut et ces dames ont promis de ne jamais me vendre. Je n'ai donc plus rien à craindre. Mes peines sont passées et je me sens vraiment chez moi.